Alors, bonsoir, c'est Olivier. Ce soir, c'est le deuxième volume. Deuxième volume. On est déjà dans les volumes, pas bon signe ça. On est dans la deuxième partie de la série de vidéos que j'ai appelée Vers une définition de la philosophie. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être petite mise au point, quelques éclaircissements qui vont nous mener par des chemins détournés, parce que la philosophie est bien connue, et cette discipline qui ne va pas du point A au point B en utilisant une ligne droite, mais qui va du point A au point B en utilisant une infinité de lignes bizarres. Un auteur aurait dit des zigzags. Un auteur connu, que je ne citerai pas, parlait de zigzags. Donc, ne vous inquiétez pas, le commentaire du texte de Deleuze arrive, commentaire partiel, comme j'ai dit, prétexte. Là, en fait, je vais revenir sur la définition de la philosophie que j'ai posée de manière tout à fait allusive, trop allusive dans la dernière vidéo, à savoir la définition originelle ou originaire. Santé. Ouais, j'ai toujours une bière à la main quand je fais mes vidéos parce que je trouve que c'est bien. Hein, on est entre nous, on boit un petit coup. Puis bon, on sait bien qu'on philosophe bien mieux que quand on a quelques verres dans le pif. Donc, l'amour de la sagesse. Donc, Pythagore, si mes souvenirs sont bons, ça doit être autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, dans ces eaux-là. Hein. Et donc, définition, philosophia, amour de la sagesse. Donc, on est déjà dans une définition problématique, pour le coup, parce que l'amour de la sagesse, bon, on sait pas trop ce que c'est. Donc, la philosophie se pose d'abord comme intérêt pour un certain objet, qui est la sagesse. Sophos, Sophia, en fait, il s'avère que la définition doit être d'entrée de jeu beaucoup plus large, parce que ceux qu'on a appelés les premiers philosophes ne s'occupaient pas que de ce qu'on pourrait appeler la sagesse au sens un peu galvaudé, le vieux à barbe blanche, avec une toge qui se prend la tête en marchant dans les rues. Non, c'est pas exactement ça. Les premiers penseurs grecs, qu'on appelle les philosophes pré-socratiques ou pré-platoniciens, mais ça on y reviendra longuement, étaient plutôt en fait des gens qui s'interrogeaient surtout sur la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le changement, de quoi sont faites les choses, quel est le principe du changement des choses, quel est le principe de l'origine, quelle est l'origine principielle des choses, etc., etc. Donc on avait plutôt affaire à des gens, là je parle par exemple de Thalès, Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, Empédocle, sur lesquels on reviendra peut-être, mais je veux dire, le but n'étant pas de faire une leçon sur les présocratiques, laissez tomber le concept de leçon, mais disons qu'en fait on avait affaire à des gens, à l'époque où la philosophie émerge comme concept chez Pythagore, comme amour de la sagesse, on a aussi et surtout un ensemble alors là, il faut bien prendre ça avec des pincettes, un ensemble de disciplines qui sont en train de se constituer dans l'enquête sur la nature. C'est-à-dire on pourrait dire une proto-physique, une proto-chimie avec Empédocle, par exemple, etc., etc. Mais donc quand on part sur l'amour de la sagesse, il faut voir qu'on n'est pas dans la sagesse de type, je sais pas, parce qu'on voit surtout ça aussi un peu comme la sagesse de type moine zen, moine méditatif, on n'est pas exactement là-dedans. Pythagore était peut-être un peu plus là-dedans, quoique, mais les autres qui précèdent ou qui succèdent, et Pythagore aussi d'ailleurs, sont dans une recherche sur les choses, sur le monde, sur les rapports entre l'âme du tout, c'est-à-dire la manière dont la totalité est organisée, et de la manière dont nous sommes organisés aussi. Donc on est dans une entreprise qui a un caractère scientifique évident, et comme je vous disais, la philosophie partage avec la science un certain intérêt pour la réalité. Donc c'est ça, là quand on va parler de philosophie, nous,
ce qui va nous intéresser, parce que nous, on ne va pas se placer dans une optique éruditionnelle, on ne va pas se placer dans une optique que j'appellerais par trop gnoséologique, on va se placer dans une optique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous philosopher? C'est ça, puisque nous, comme je le répète, on essaye de voir, pour des gens qui ne sont pas des professionnels, pour des gens qui ont un intérêt pour les choses de l'esprit, etc., qu'est-ce que ça peut vouloir dire philosopher? Donc il est évident qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont des physiciens, peut-être qui sont autre chose, etc., etc. Enfin, je veux dire, mais on n'est pas là-dedans. Nous, on va se placer d'un point de vue beaucoup plus général. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, la philosophie a un rôle de... c'est un regard, mais c'est un regard qui apporte une lumière sur ce qu'il regarde. Donc il y a un aspect d'éclaircissement qui est complètement connexe à la philosophie, et là pour le coup qui englobe aussi bien la philosophie de ceux qui enquêtaient sur la nature, que ceux qui sont dans une quête un peu plus sur les choses morales, un peu plus, par exemple un peu plus comme Socrate, voilà. Mais quand on parle d'un regard, on parle d'un regard actif. Là où je vais en venir, de manière très claire, c'est que la philosophie, et ça c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit d'emblée pour tout le monde, parce que ça c'est justement quelque chose qui fait aussi bien l'unité des philosophies analytiques et continentales que des philosophies antiques, des philosophies médiévales, de la philosophie moderne, de la phénoménologie. C'est que la philosophie est une activité. Philosopher, c'est être actif dans un certain sens, et dans un certain sens qui est le sens d'un regard. Et dans ce regard sur les choses, qui est un regard, comme je le disais, questionnant, dans ce regard questionnant, il y a une activité. Et ça c'est très important, parce que ça va aussi nous permettre de rejoindre, comme par avance, le texte que je vais commenter dans la prochaine vidéo. Parce que Deleuze parlera, notamment quand il va définir la philosophie, dans ce texte-là, il ne faut pas oublier que le texte que nous allons commenter partiellement, ce n'est pas le texte de Deleuze qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie ?», coécrit avec Guattari. Non, c'est pas ça. C'est un texte, notre texte. Donc je veux dire, la définition que va donner Deleuze de la philosophie, ce sera « entreprise de démystification ». Mais qui dit entreprise, dit activité. On ne peut pas philosopher dans la passivité. Je prends un exemple qui est très simple et qui est très connu, c'est presque une tarte à la crème, on pourrait dire, c'est Socrate. Socrate, quand il fait le récit finalement de ses aventures et pérégrinations intellectuelles dans un dialogue très connu qu'on appelle l'apologie de Socrate, il explique ce qu'il fait. Il explique son activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait dans Athènes? Qu'est-ce qu'il fait dans les rues d'Athènes? Eh bien, il va interroger les artisans, les politiques, les poètes, etc., etc. Mais Socrate, dans ce dialogue-là, qui est probablement quand même un dialogue qui n'est pas très très loin du Socrate historique, même si le procès de Socrate est bien entendu reconstitué, mais c'est une activité. L'examen de la réalité, c'est-à-dire le questionnement de la réalité, le questionnement sur la réalité, est une activité. Donc c'est ça qui est vraiment important de saisir d'emblée, comme une espèce de prémisse, mais j'aime pas bien ce mot, parce que prémisse, ça supposerait qu'il y ait un raisonnement articulé, etc. Et comme fondement, on pourrait dire que ce qui va définir la philosophie, là, vraiment d'une manière très globale, et qui pourrait même d'ailleurs englober aussi toute une partie de la philosophie asiatique. Enfin, asiatique, c'est un terme très vague, hein, excusez-moi. Là. Mais qui pourrait par exemple englober le taoïsme, parce que le non-agir, c'est quand même une activité. Ça pose problème, mais c'est ça. Donc je veux dire, là on rentrera pas tout de suite dans ces détails-là, mais on y viendra, c'est sûr et certain, parce que c'est une pensée tellement importante qu'on ne peut pas de toute façon faire comme si elle n'existait pas. Mais c'est que nous, en tant que petits philosophes de ruelle, en tant que petits Gavroche de la philosophie, là, nous, ce de quoi on va partir, c'est que
on est dans une activité. Notre pensée est une activité. La pensée, c'est une activité. Mais ça, c'est quelque chose qui a été, j'allais dire, enfin là, les gens qui ont fait un peu de philosophie doivent rigoler dans leur barbe. La philosophie comme activité, c'est vraiment, comme qui dirait, ça peut sembler évident à beaucoup, mais non, c'est important de savoir que c'est ça, le fond de la philosophie, qu'il soit grec, qu'il soit allemand, qu'il soit médiéval, qu'il soit phénoménologique, qu'il soit analytique. L'activité subsume sous elle toutes les pratiques philosophiques. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment ça qui va faire le cœur finalement aussi, et aussi de manière très importante, de l'entreprise nietzschéenne. Vraiment. Parce que dans Nietzsche, parce que bien sûr Nietzsche on va y venir, mais on n'y viendra pas avec le texte de Deleuze. On y viendra dans d'autres moments, mais au cœur de la pensée nietzschéenne se trouve aussi une certaine forme d'activité, et surtout une certaine forme de création. Création, une activité de création, notamment une activité de création de valeur. Bon, enfin bon, ça on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, voilà, l'aspect questionnant de notre existence, nous, qui nous posons des questions, qui sommes pas nécessairement inquiets, mais pas nécessairement non plus satisfaits de ce que la réalité nous met en face des yeux, parce que la réalité n'est pas auto-explicative. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la réalité est cryptique. Quand je dis cryptique, ça veut dire qu'elle est cachée. Il y a quelque chose de caché au sens où il y a quelque chose à interpréter. Tout ce qui se passe devant nous, toutes les choses que nous avons sous les yeux en permanence, sont à interroger. En partant bien sûr du principe que ce qui est l'objet normalement d'interrogation ultime, à la fois ultime mais à la fois premier de la philosophie, c'est l'autre, c'est l'altérité. Hein? Comme disait Lévinas, un auteur contemporain, enfin non, contemporain, je suis toujours au XXe siècle, moi je ne sais pas pourquoi, mais le visage de l'autre, son épiphanie, son apparition, doit nous mettre dans des problèmes immédiatement. Le visage, c'est, dans le vocable de Lévinas, c'est l'infini qui traverse, qui perce la totalité, qui la troue, en fait. Donc, c'est ça, là, c'est qu'il y a aussi un intérêt évident et obligatoire dans ce questionnement et dans cette activité de questionnement, de se questionner sur les rapports, les relations que nous avons les uns avec les autres, parce qu'on est tout le temps avec des gens, hein. Tout le temps. Faut pas croire que quand on dit ah oui j'ai passé la soirée tout seul ou ci ou ça, ouais mais ça dure une soirée. Hein. Je veux dire les gens là, qui vivent en ermite, il y en a pas beaucoup dans la réalité. Hein. Donc c'est ça là, il faut bien voir que on est déjà avec les autres. Donc l'altérité, l'autre, c'est celui ou celui en général vers qui le questionnement va être aussi dirigé. C'est ça, hein, c'est-à-dire de dire, mais qui est cet autre? C'est ça c'est vraiment une question centrale. Parce que c'est toujours une question c'est une question qui vient pas nécessairement en premier quand on parle de philosophie. Mais comme on vit dans des sociétés, qui sont structurées par l'altérité et par la multiplicité, on est dans un rapport à l'autre immédiat, qui est de toute façon nécessaire. Je veux dire, c'est nécessaire. C'est pas la peine de donner des exemples, je veux dire, on va pas s'attarder là-dessus, mais il est évident que je suis toujours avec l'autre. Donc il faut aussi s'interroger là-dessus, c'est-à-dire que là, il faudra voir que dans l'activité questionnante de la philosophie, le rapport à l'autre, et là c'est pareil aussi, le texte de Deleuze donne quelques éléments de questionnement, pas des éléments de réponse, mais des éléments de questionnement qui sont intéressants. Je veux dire, la figure de l'autre émerge, en fait finalement, si on prend les choses de manière un peu radicale, on pourrait dire que la figure de l'autre émerge bien avant, pour nous, à l'heure où nous philosophons. La figure de l'autre émerge bien avant la figure de la nature, qui est aussi une forme d'altérité, pas la même, mais nous on est plus d'emblée dans l'altérité humaine que dans la nature. Donc il faut commencer peut-être plus
par s'interroger sur cette altérité, sur son sens, sur ce qu'elle veut dire, sur ce qu'elle nous renvoie, sur ce message permanent que nous portons sur nous, dans notre visage, le message qu'est notre visage, dans ses expressions, dans ses inexpressions, dans la communication, dans les rapports de force, qui sont des rapports aussi qui existent notamment dans le monde du travail. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez simple, mais c'est ça, là, c'est-à-dire qu'il faut aussi coupler les interrogations qu'on pourrait dire d'ordre général, comme je disais tout à l'heure, là, quand on parle de philosophes grecs, de philosophes qui précèdent Platon, même on pourrait inclure Platon là-dedans aussi, mais quoi que ce soit un peu différent. Mais je veux dire, il est évident que pour des auteurs, par exemple, comme Parménide, Thalès, Empédocle, la pensée de l'altérité, elle est présente chez Héraclite, par exemple, beaucoup, chez Xénophane aussi, Héraclite, mais il n'y a pas une constitution de la pensée de l'altérité aussi puissante que dans la philosophie contemporaine, parce que on était certes aussi dans l'altérité, mais on n'y était pas de la même façon. On n'était pas vraiment de la même façon. Donc c'est ça, là, qui va nous interroger un peu sur la longueur aussi, là, se dire, il va bien falloir arriver à voir qu'est-ce qui fait problème dans cette altérité. Mais là, on a beaucoup de pistes, hein, bien entendu. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à penser, c'est carrément essentiel. On pourrait même s'arrêter là, on pourrait même faire le choix de dire, bon, ben, moi, je vais m'arrêter à essayer de penser cette altérité. Hein. Cette altérité qui est celle de l'ami, qui est celle de l'amour, qui est celle de la famille, qui est celle des amis, des relations de travail, de la hiérarchisation de nos relations. Enfin, je veux dire, ça pourrait déjà être en soi tout un sujet. Mais bon, c'est pas ce qu'on va faire parce que j'ai pas envie de me limiter. J'ai le temps devant moi, j'ai tout le temps que je veux. Là. Donc j'ai pas envie de me fatiguer à me dire on va se limiter à ci, on va se limiter à là. Mais ce qu'il faut vraiment retenir là pour le coup, là, et ça c'est très important, c'est que la philosophie c'est une activité. C'est une activité intellectuelle, donc c'est une activité qui va évidemment se passer en nous. Mais ce questionnement est un questionnement actif. Parce qu'il n'y a pas de questionnement qui soit passif. Le fait de s'interroger, c'est déjà être engagé dans une activité. Je ne dis pas une action, parce que l'interrogation peut aussi être une action, mais on est dans une activité d'élucidation, de compréhension, comme je disais, un regard, ni plus ni moins, un regard qui cherche à éclaircir ce qu'il a autour de lui. C'est important. C'est pas un regard qui est nécessairement partagé par énormément de monde. Il ne faut pas non plus croire que ça fait consensus et que, oui, on est tous parce que... Il est bien évident que dans l'humanité, on a tous la capacité, fondamentalement, de se poser des questions, de se questionner, d'essayer de nous interroger de manière approfondie sur les choses, mais très peu le font. Soyons clairs, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des évidences, pour ne pas dire des préjugés, et puis c'est ça toute leur vie. Je veux dire, il y a même des gens qui font de la philosophie, qui font des études universitaires très poussées, qui ont un niveau phénoménal. Moi, j'en ai connu personnellement, qui sont plus de ce monde nécessairement, mais je veux dire, qui étaient à côté de ça complètement cons, qui étaient des espèces d'érudits, mais totalement déconnectés justement de cette altérité, de cette humanité qui est en face de soi et qui est quand même censée être un peu notre préoccupation. Donc je veux dire, on a tous probablement la potentialité, la puissance de penser, c'est sûr et certain, parce que sinon ce serait dommage. Après c'est sûr qu'il y a des degrés, on ne va pas non plus se le cacher, mais essayer d'aller un peu au fond des choses, d'aller dans un questionnement qui soit un questionnement sincère. C'est-à-dire un questionnement qui va aussi se casser la gueule à un moment donné, parce qu'un questionnement, notamment un questionnement philosophique, ça ne veut pas dire que la réponse est là, à portée de la main. Je veux dire, là, moi j'ai derrière moi et à côté de moi, là, grosso modo, 2000 ans d'enquête philosophique qui tournent grosso modo autour des mêmes objets, il ne faut pas se leurrer, qui tournent autour du monde, de l'homme, de l'âme, de l'intériorité, du langage, de la constitution des choses. Mais il y a tellement de réponses qui ont été apportées qu'on peut juste se dire qu'on est dans le questionnement.
dire qu'en philosophie on a résolu une question, réellement qu'on l'a résolu, c'est-à-dire qu'on a clos le dossier, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Après, il y a toujours quelques rigolos qui pensent le contraire. Hein. Mais en général, c'est plutôt de l'affichage universitaire, c'est plutôt ce que j'appellerais moi des pondeurs d'articles, ceux qui pondent des articles comme on pond des œufs. La poule le matin, moi j'ai été élevé à la campagne, la poule elle pond des œufs, puis on va chercher les œufs tous les jours, les œufs frais, ben, y a ceux qui pondent les articles. Ils pondent les articles, alors on va chercher les articles frais, puis c'est ça, là, puis c'est comme les œufs, hein, faut les manger frais, sinon après c'est dégueulasse hein, par contre. Hein. Donc je veux dire c'est ça, là, c'est qu'après, si on confond aussi l'activité de la philosophie avec une activité de ponte, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans nos universités malheureusement, enfin dans les universités américaines surtout, là, un peu moins dans les universités européennes qui ont encore quand même un rapport à la philosophie un peu plus détendu, détendu au sens quasiment bergsonien, j'entends, au sens de la détente. Hein. Ici, ouais, c'est ça, la philosophie n'a pas vocation à pondre du savoir comme une poule pond des œufs. Hein, on sait, on l'a dit la dernière fois, il y a évidemment une dimension gnoséologique. Gnoséologique, ça veut dire qu'il y a trait au savoir dans la philosophie, mais cette dimension, elle n'est pas une dimension qui doit être liée à une production systémique ou systématique de contenu, parce que sinon, c'est n'importe quoi, je veux dire, quand on voit certaines publications, notamment issues du monde, alors c'est carrément à mourir de rire, du monde de la psychologie cognitive, du cognitivisme analytique, etc., etc. Là, je veux dire, de plein de choses qui sont très, très, très à la mode, mais qui finalement, des articles qui sont signés des fois par 2, 3, 4, 5, 6 personnes, enfin bon, il y a tout un délire universitaire sur lequel je ne vais pas rentrer, mais qui voudrait aussi des fois un peu se confondre avec la philosophie, un peu comme le loup dans la bergerie, là, montrer patte blanche, mais eux non, eux c'est pas, moi c'est eux ils m'intéressent pas. Moi, le mec qui a pondu 500 articles dans sa vie m'intéresse pas. Là, je trouve que c'est déjà bizarre d'arriver à pondre autant d'articles dans une vie. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui ont des démarches fondamentales. D'ailleurs, c'est pas moi, les universitaires, en fait, m'intéressent pas. Hein. Je les ai fréquentés, c'est parfait, mais je veux dire, c'est pas là que je vais aller trouver de l'intérêt dans la philosophie que je fais maintenant. C'est avec des individus, des gens, des personnes qui sont justement hors contexte. Ça veut pas dire que je veux pas avoir de rapport ou plus avoir de rapport avec des philosophes universitaires. J'ai des amis qui sont à l'université. Ma femme elle-même est en train de faire une maîtrise, donc je veux dire, on est quand même là-dedans. Mais ce n'est pas l'université qui a la vérité de la philosophie. Elle ne l'a jamais eue, contrairement à ce que beaucoup pensent. Elle a juste un espèce de monopole académique, et d'ailleurs qu'elle va garder, parce que ce monopole académique, on en a juste rien à foutre. Même chose pour les collèges, même chose pour les lycées, etc. etc. Dire que c'est là que ça se passe au niveau philosophique, oui, il y a des choses qui se passent, on s'entend bien qu'il y a des choses qui se passent, mais la totalité de la philosophie ne s'inscrit pas là, elle s'inscrit aussi dans tous les gens qui se questionnent, qui ont envie de confronter finalement leur pensée à la réalité, de s'interroger, d'être actifs dans leur interrogation, mais qui n'ont pas nécessairement le temps. Là, je reviens là-dessus parce que c'est quand même important de le signaler, qui n'ont pas le temps de s'inscrire à des programmes, qui n'ont pas le temps nécessairement de faire un bac, une licence en philo, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si vous pouvez, si vous avez le temps, allez-y, parce que c'est quand même intéressant de faire des études dans la discipline qu'on aime, c'est clair, mais après, il ne faut pas non plus commencer à se dire parce que je ne trouve pas de travail là-dedans, parce que si, parce que là, je ne peux plus faire de la philo, etc. etc. Non, ça c'est tout à fait déconnecté. La philosophie, c'est une disposition, c'est aussi ce vers quoi j'essaye de vous amener, là. C'est une disposition au questionnement, et c'est une disposition active au questionnement. La philosophie, ça commence par là. Être disposé à se questionner dans une activité intellectuelle. À partir du moment où cette disposition est là, et qu'elle se déploie sur, dans, au travers de, contre la réalité, on est dans la philosophie. Il n'y a pas besoin d'avoir lu tout ce qu'il y a derrière, ou tout ce qu'il y a à côté, parce qu'il y en a à côté, hein, aussi, il y en a partout, hein. Il y en a là, il y en a là, enfin bref, il y en a aussi dans les pioles, enfin. C'est pas ça qui fait la philosophie, c'est pas l'érudition. Hein. L'érudition, ça peut venir à un moment, ça peut être intéressant, ça peut ne plus être intéressant.
c'est ça. Donc il faut vraiment aussi partir du principe qu'on est dans la recherche d'une disposition et de l'épanouissement de cette disposition. De l'épanouissement de notre intériorité, de nous, au travers d'une disposition questionnante. C'est tout simple en fait. Hein. Donc pour arriver à faire le lien entre la vidéo donc précédente et la vidéo qui vient, parce que je vous avais dit que la vidéo qui venait allait être une vidéo consacrée donc à ce fameux commentaire partiel, j'insiste sur la partialité, c'est que la philosophie, pour finir sur le mot de Deleuze, sur lequel on va revenir, est une entreprise de démystification. Deleuze parlant de Nietzsche, mais Deleuze était quand même, je pense, assez d'accord avec cette définition. Donc, qui dit entreprise, dit activité. On ne peut pas entreprendre si on n'agit pas. Mais là, attention, hein, il y a des différences à faire, des distinctions à poser qui viendront en leur moment. Activité, agir, action, effectivité, acte, puissance. On va aussi essayer de travailler sur ces aspects-là. Parce que comme je le disais, c'est pas parce qu'on a la disposition ou qu'on a la faculté de faire quelque chose qu'on le fait. Il y a beaucoup de gens dans la société, et puis de toute façon, ça c'est... chacun fait ce qu'il veut, qui ont la faculté, comme à peu près tout le monde là, hein, mais qui ne l'utilisent jamais. C'est comme il y a beaucoup de gens dans la société qui sont probablement d'excellents peintres en puissance, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont ça mais ils ne le savent pas. Donc il y a aussi cette idée de dire essayons d'éveiller, essayons de parler, de voir, de communiquer avec les gens et de leur dire mais tu sais, cette espèce de petite étincelle qui t'interroge, cette espèce de petit grain de sable là, qui vient un peu, comme qui dirait, faire grincer là, tu sais, la grosse machine qui tourne autour de nous, là, tu as l'impression que tu as comme un petit caillou dans la bouche, là, tu sais. Ouais, c'est ça, hein. Il serait temps que tu commences peut-être à te questionner sérieusement et à questionner sérieusement. Ça, encore une fois, on y reviendra, il y a le questionner et il y a le se questionner. Mais c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, c'est ça. Donc, activité, l'amour de la sagesse. On y reviendra, mais on n'est plus vraiment là-dedans, finalement, là, parce qu'il y a un moment, donc, comme je vous disais au début, là, il y a cette définition pythagoricienne qui va quand même, qui va s'installer dans le temps. En Europe, la définition pythagoricienne de la philosophie comme amour de la sagesse et comme exercice, parce qu'il faut s'exercer, comme exercice en vue de la sagesse, elle va durer au moins jusqu'à Maître Eckhart, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et finalement, il va y avoir une déconnexion entre l'objectif de sagesse de la philosophie et son exercice réel, à partir du moment où la philosophie va commencer à s'institutionnaliser réellement dans les universités. Vraiment. Mais on n'en est pas là, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais on va parcourir le chemin de l'amour de la sagesse, on va le parcourir ensemble à travers les Grecs. C'est sûr et certain qu'on va passer un bon moment chez les Grecs, parce que les Grecs, moi, c'est des philosophes que j'aime énormément, que j'ai travaillé énormément et que je pratique tout le temps. Depuis 1994, j'ai toujours mon Platon, mon Aristote, ils sont là en grec, hein, d'ailleurs aussi, hein, faut pas s'inquiéter, parce que moi je vais quand même aller dans les textes en grec, hein, et en allemand, et quand il faudra y aller, moi j'irai pas, je vais pas faire semblant. Hein. Voilà, il faut quand même être clair aussi là-dessus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème par rapport à l'accès que j'ai au texte, mon accès il est radical. Donc, c'est ça. Activité, entreprise de démystification. Donc si on dit entreprise de démystification, ça veut dire que quelque part on essaye de nous tromper. Là, Deleuze va vraiment, le texte de Deleuze va vraiment revenir là-dessus longuement. Activité, questionnement, c'est là-dedans qu'on va s'enligner. Après, pour la prochaine vidéo, qui va être, alors là pour le coup, encore une fois, peut-être un peu plus synthétique que celle-ci, là, je peux pas donner de date réelle, hein. Ce sera d'ici une semaine, d'ici 10 jours, mais là j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à lire. Mais de toute façon, c'est sûr et certain que je vais prendre le temps d'aller au fond des choses. Je pose des petits jalons, des petites étapes, puis on va construire tranquillement
une belle activité, justement, une belle activité philosophique ensemble. Et puis, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Enfin, je veux dire, moi je suis disposé à répondre, vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, c'était une petite vidéo apéritive. Encore une fois, comme je vous le dis, donc c'est pour ça que des fois, il peut y avoir aussi des aspects un peu flottants. J'improvise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pratiquer le plus possible parce que j'ai aucune envie de préparer quoi que ce soit. J'ai aucune envie d'avoir une pensée toute prête. Ça pourra arriver seulement dans des contextes très précis qui vont être quand je vais commencer, mais ça ce ne sera pas avant très longtemps comme je vous l'ai dit, quand je vais commencer mon cours philosophie de la volonté, enfin théorie de la décision et philosophie de la volonté, lui qui sera basé sur mes recherches doctorales, mais là pour arriver à l'entreprendre, il va falloir que je trouve des logiciels de traitement de vidéos qui vont me permettre d'intégrer dans mes vidéos des formules mathématiques, etc. etc. Mais ça, ce ne sera pas avant peut-être un an ou deux. Donc je veux dire, entre-temps, on a le temps de se familiariser. On a le temps d'en faire déjà pas mal de philosophie. Mais donc voilà, c'est ça. C'est que il faut être dans le questionnement. C'est ça. Et la disposition à se questionner. La disposition à se questionner et à être réceptif à un questionnement, en principe, elle est universelle. Parce que le langage, le logos, dans lequel, ou sur lequel, ou à travers lequel fait fond tout ça, là, est universel. On parle tous les humains parlent entre eux. Là. Donc, c'est ça. Là. On va le creuser là-dedans. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon apéritif. Moi, j'en suis à la fin de ma bière. Je passe le bonsoir à PO, à Francis, à Jade, à Roxane, à tout le monde. Et puis, voilà. N'oubliez pas que ce qu'il faut que vous reteniez là de cette vidéo, c'est le concept d'activité intellectuelle, qui va devoir trouver un écho dans le concept que va explorer Deleuze de démystification, d'entreprise de démystification. Activité, entreprise, intellectuelle, démystification. Et là, c'est là où on va commencer à s'amuser aussi sérieusement quand on va parler de démystification. Parce que la démystification, il ne faut pas oublier, là, Deleuze le dit à la fin de son texte, qu'il y a aussi des mystifications philosophiques. Bref, on va s'éclater. Sur ce, ben, tous les amis, bonne nuit, bonsoir, où que vous soyez, et puis réfléchissez bien, et puis à bientôt.